Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche pour un nouveau regard croisé. Ce soir, nous allons mettre un coup de projecteur sur les relations entre Israël et les États-Unis. Avec Donald Trump à la Maison-Blanche, l'amitié entre les deux pays semblait assurée. Pourtant, il y a dans l'air cette impression que quelque chose est en train de changer. Le président américain semble perdre patience. Il a même traité le Premier ministre israélien de fou allié lors d'une conversation téléphonique particulièrement tendue sur le Liban. Au-delà de la formule, cet échange révèle une réalité plus profonde. Donald Trump ne raisonne pas comme un allié traditionnel. Il raisonne d'abord en fonction de ses propres objectifs. Lorsqu'il soutient une guerre ou qu'il impose un cessez-le-feu, c'est parce que cela lui sert, lui. Israël n'est pas au centre de l'équation. Il y a les élections de mi-mandat que Donald Trump ne veut pas perdre, le prix de l'essence qui augmente et provoque la colère des Américains et le mécontentement qui gagne du terrain auprès des partisans même du président. Évidemment, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. La Maison-Blanche soutient toujours Israël et la coopération sécuritaire reste plus étroite que jamais. Mais force est de constater qu'au sein de la société américaine, dans les universités, sur les réseaux sociaux, chez les jeunes générations et au sein d'une partie de l'électorat, démocrate comme républicain, le soutien à Israël s'effrite. Les sondages montrent un fossé grandissant entre l'Amérique institutionnelle, qui demeure favorable à Israël, et une partie de l'opinion publique. Alors Israël est-il en train de perdre l'Amérique ? Peut-être pas encore. Mais que se passera-t-il dans 10 ou 15 ans si l'opinion publique américaine se renforce dans son sentiment anti-israélien? Les relations entre Jérusalem et Washington risquent bien de changer de sens et pas forcément le sens d'Israël. Entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, l'histoire semblait écrite d'avance. Rappelez-vous, le premier mandat de Donald Trump, reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le Golan ou encore les accords d'Abraham. Mais depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, plusieurs épisodes se sont révélés comme des divergences inattendues. Le récit de Shani Guidalia. 5 février 2025, Benjamin Netanyahou est le premier leader à être reçu à la Maison-Blanche. Image forte qui témoigne de l'importance accordée par Donald Trump, à peine revenu au pouvoir, à Israël et son Premier ministre. L'entente semble parfaite. Le premier mandat de Donald Trump avait déjà été marqué par des gestes forts à l'égard d'Israël, reconnaissance de Jérusalem comme capitale, souveraineté israélienne sur le Golan ou encore les accords d'Abraham. Et dès les premiers jours du second mandat, Trump reprend la même ligne. Lever des restrictions sur certaines armes imposées par l'administration Biden, pression maximale sur le Hamas, libération des otages comme priorité absolue. Mais très vite, les premiers désaccords apparaissent. La deuxième visite de Benjamin Netanyahou à Washington est moins enthousiaste. Sur l'Iran, Trump surprend Israël en annonçant des discussions avec Téhéran. Sur Gaza, il veut la fin de la guerre. Le 13 juin 2025, Israël lance l'opération Éveil du Lion contre l'Iran. En coulisses, Washington autorise, accompagne, puis s'implique brièvement dans les frappes contre les sites nucléaires iraniens. Mais une fois la démonstration de force accomplie, le président américain appuie sur le frein et met fin à l'opération israélienne. Pour le Premier ministre Netanyahou, il s'agit d'une première limite imposée. Octobre 2025, nouveau tournant. Après 2 ans de guerre à Gaza, Donald Trump veut son accord. La libération des otages devient sa priorité absolue, le cessez-le-feu aussi. L'administration Trump entame alors un marathon diplomatique, avec à la clé la libération de tous les otages vivants, mais aussi le retrait partiel de l'armée israélienne et l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Là encore, le président américain soutient Israël, mais marque les limites. Début 2026, même logique sur le front iranien. Et le 28 février, l'opération israélo-américaine Rugissement du Lion est lancée. Washington assume une implication directe, mais après plus de 40 jours de frappe, Donald Trump siffle la fin de la partie. Le 8 avril, il annonce un cessez-le-feu et des négociations avec le régime iranien. Il oblige Israël à rappeler ses avions. Puis vient le Liban. Mais le régime iranien exige la fin des opérations israéliennes pour poursuivre les discussions avec Washington. Donald Trump annonce donc une trêve entre Israël et le Hezbollah, une annonce qui semble surprendre même le Premier ministre Netanyahou. En mai, le dossier libanais devient explosif. Face aux violations répétées du cessez-le-feu par le Hezbollah, Israël veut frapper plus fort et viser le quartier de la Daria à Beyrouth. C'est non pour Donald Trump. Et il le fait savoir à Benjamin Netanyahou. Au cours d'une conversation téléphonique, le président américain aurait hurlé « You're fucking crazy », tu es complètement fou. Les propos rapportés par la presse sont confirmés par Donald Trump lui-même.
Le président américain reste un allié d'Israël, mais il est aussi devenu celui qui fixe les lignes rouges, impose les cessez-le-feu et rappelle à Benjamin Netanyahou que le soutien américain a désormais un prix, l'obéissance au calendrier de Washington. Chani Guidalia est avec nous en plateau. Bonsoir Chani. Et il est temps d'accueillir notre invité de Regard Croisé. Stéphane Vanige, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de communication politique et publique et directeur de l'Institut d'études et de sondage SCP Communication. Avant de parler des relations entre Jérusalem et Washington, un mot de cet attentat ce matin à Kochav Yair, dans le centre d'Israël. Ce n'est pas une surprise, les terroristes tentent toujours de frapper au cœur d'Israël. Oui, il n'y a pas de relâche, je dirais entre guillemets. Le Shin Bet arrête des centaines de tentatives par mois, c'est pas par an, par mois. Là, ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'il y a, si j'ai bien compris, un des terroristes était israélien. Ce qui est assez rare, c'est qu'un arabe israélien commence à passer du côté terrorisme. Et là, c'est plus préoccupant parce que ça veut dire que l'équilibre sociétal d'Israël peut être mis en cause beaucoup plus que si le terrorisme arrivait de l'extérieur. Et donc, du coup, là, il faudra faire très attention, mais c'est vrai que il ne faut pas généraliser non plus, c'est assez exceptionnel. Il faut faire très attention parce qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, y compris avec l'Iran, mais aussi à Gaza et au Liban, on peut avoir quand même quelques personnes motivées pour exister politiquement et avoir son quart d'heure, voire un lien héroïque, qui peut être très dangereux. Oui, effectivement. On va revenir maintenant au sujet qui nous rassemble aujourd'hui autour de cette table de Regard Croisé. On a vu Donald Trump, au fur et à mesure du temps, depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche, changer de ton de temps en temps, revenir. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Stéphane, que la lune de miel entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou est terminée ? Oui, à condition qu'il y ait déjà eu une lune de miel. Pourquoi ? Parce que les relations entre États sont rationnelles. Chacun profite de l'autre, entre guillemets, chacun tire, ce qu'il peut de l'autre. Chacun a un avantage. Il faut savoir quand même que les États-Unis, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont fait payer tout le matériel guerrier à la Grande-Bretagne contre Hitler. C'est une alliance très payante. Ça a, cassé l'Empire britannique. L'Empire britannique a dû, rembourser les États-Unis. Et c'est comme ça que les États-Unis, avec le dollar, est devenu, aussi fort que ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc même l'alliance américano-anglaise, qui est plus forte que la nôtre historiquement parlant, les affaires continuent. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner que nous allons être vendus quelque part pour une élection et pour du prix du baril de pétrole. Il ne faut pas s'en étonner parce que historiquement, les États-Unis sont toujours dans des alliances mercantiles, entre guillemets, et Trump est très mercantiliste. On est quasiment dans le 19e siècle. Et chaque État garde ses profits et ses pertes et ses profits. Donc, il n'y a pas de raison que ça soit autrement avec Israël. Même si, pour des raisons historiques, y compris de mentalité, la terre promise moderne, c'est les États-Unis, nous sommes la terre promise originelle, etc. Le peuple élu qui doit porter le message que nous sommes en tant que peuple juif et le peuple désigné par Dieu, la providence, etc., pour amener la démocratie dans le monde. Bref, il y a plein de thèmes en commun avec les États-Unis. Mais ça n'empêche que l'alliance a ses limites, et les limites sont très vite arrivées, y compris parce qu'on n'a pas la même vision des choses, y compris au niveau guerrière. La vision guerrière n'est pas la même, et c'est ça qui est peut-être le plus nouveau, c'est que les États-Unis ressemblent de plus en plus à un tigre de papier, entre guillemets, parce que c'est un colosse au pied d'argile, parce qu'au bout de 40 jours, alors que militairement tout se passait bien, Donald Trump pense devoir arrêter, ce qui n'est pas du tout logique militairement, mais sans doute logique économiquement. Est-ce que les relations entre Israël et les États-Unis se définissent par rapport au président américain et au Premier ministre israélien en place, ou est-ce que ces relations transcendent la personnalité ? Non, les relations transcendent pour plein de raisons. Une raison d'abord, ce que j'ai dit tout à l'heure, de culturelle. Raison historique, les États-Unis ont été le premier pays à reconnaître Israël, 11 minutes après la déclaration d'indépendance. Mais surtout, en termes d'alliance, depuis les années 60, depuis 67 exactement, Israël est du côté des États-Unis. Pendant la guerre froide, on était du côté des États-Unis contre les pays arabes et l'Union soviétique. Et depuis 67, avec l'embargo français, tout l'armement vient des États-Unis. Et en 73, les États-Unis, et Nixon, qui n'aimait pas les Israéliens, Nixon n'est pas Israël et pas trop les Juifs, visiblement, d'après les historiens, Nixon a défendu Israël de manière extraordinaire, aussi bien dans l'apport d'armement, mais aussi de rapport de force d'alerte atomique avec l'URSS pour que les Syriens arrêtent de nous envahir. Et donc, on voit bien que même si le président
les États-Unis n'est pas pour Israël. Les États-Unis le sont pour des raisons structurelles, et même Obama, on le voit bien, et qui est là pour le coup vraiment contre Israël, n'a pas eu une politique aussi anti-Israël que ça, parce que les États-Unis ne peuvent pas se permettre pour des raisons sécuritaires et d'alliance globale, parce que si les États-Unis lâchent Israël, ça veut dire que l'Allemagne et le Japon peuvent vraiment s'inquiéter. À ce point-là. Alors les relations, vous venez de le dire, entre Jérusalem et Washington traversent peut-être des turbulences, mais elles restent solides. Pourtant, le véritable défi pour Israël se trouve peut-être ailleurs. Chani, l'opinion publique américaine, elle, semble de moins en moins pro-israélienne. Exactement. Déjà, si on regarde du côté démocrate-immigré, on voit que l'éloignement il est de plus en plus visible et de plus en plus marqué depuis le 7 octobre. Et il y a un sondage intéressant qui a apparu la semaine dernière et qui le prouve, c'est qu'il y a seulement 10% des électeurs de Kamala Harris qui considèrent aujourd'hui que la conduite d'Israël dans la guerre à Gaza est pleinement justifiée. 35%, donc beaucoup plus, qui estiment qu'Israël avait raison au départ, mais est allé trop loin. Et il y a 27% qui considèrent que la campagne militaire n'a jamais été justifiée. En revanche, même au sein des Républicains, on voit qu'il y a des différences, c'est-à-dire entre les électeurs qui se définissent comme MAGA, donc Make America Great Again, et ceux qui ne font pas partie du mouvement MAGA. Là encore, il y a des divergences. Les électeurs MAGA restent largement favorables à Israël. Il y a 49%, donc presque la moitié, qui soutiennent les actions du gouvernement israélien. Et on voit aussi qu'il y a une fracture générationnelle. Et là aussi, c'est ce qui retient l'attention, puisque parmi les électeurs de Donald Trump qui sont âgés de moins de 35 ans, il y a un tiers qui considèrent que les États-Unis sont trop proches du gouvernement israélien. Et il y a chez les plus de 55 ans, ils ne sont que 11% à partager cette opinion. Donc on voit que la logique de America First conduit une partie des jeunes conservateurs à s'interroger sur le coût et l'intérêt de l'engagement américain au Moyen-Orient. Alors peut-être plus étonnant et peut-être même plus inquiétant, il y a un éloignement entre la communauté juive américaine et Israël. Exactement. Et là aussi, c'est la jeune génération qui fait défaut, puisqu'il y a une partie des jeunes Américains ne perçoivent plus Israël de la même manière que leurs parents ou leurs grands-parents. C'est-à-dire qu'avant, il y avait les générations précédentes qui voyaient avant tout en Israël un allié pour les États-Unis. Aujourd'hui, les jeunes Américains mettent plutôt l'accent sur des questions de droits humains, même la question palestinienne, les critiques aussi adressées au gouvernement israélien. Donc, on voit que cette évolution, ça crée une sorte de décalage qui est croissant avec une société israélienne qui, elle, reste largement focalisée sur les enjeux sécuritaires et les menaces régionales. Ouais, c'est intéressant, Stéphane, tous ces chiffres. Si on fait un zoom-in sur la communauté juive américaine, on voit un éloignement, une désolidarisation, alors peut-être pas d'Israël, mais du gouvernement israélien. C'est une tendance importante dans la jeunesse juive américaine. Oui, alors moi je suis plus inquiet sur les États-Unis que sur la jeunesse juive américaine, parce que la jeunesse juive américaine, avec Madmani, ils vont se rappeler ce qu'est être juif, en fait, et ils vont se rappeler qu'Israël n'est pas aussi inutile que cela. Je pense que le plus grave, c'est l'antisémitisme qui revient aux États-Unis. Là, une partie de la communauté juive américaine ne le voit pas, et un tiers des juifs ont voté pour Madmani à New York, quand même, ce qui est quand même surréaliste. On voit bien qu'on est dans une logique idéologique gauchiste qui va au-delà de l'appartenance communautaire. Mais au-delà de ça, c'est peut-être le contrat social américain qui est en train de changer. C'est-à-dire l'idée de pionnier, l'idée de providence peut disparaître au profit peut-être d'une notion humanitaire qui est mal digérée comme en Europe, comme en Union européenne. Et en effet, ces phénomènes-là peuvent nous faire éloigner des États-Unis. Alors, c'est pas pour tout de suite, mais peut-être si Rubio ne gagne pas, si on a Vance après Trump ou si on a un démocrate après Trump, à la prochaine présidence des États-Unis, la rupture va être déjà beaucoup plus consommée. C'est-à-dire qu'on est assez proche, et je pense que l'urgence, c'est l'autonomisation d'Israël vis-à-vis des États-Unis, y compris au niveau armement et au niveau économique, de telle manière qu'on ne dépende pas de l'évolution de la société américaine, qui me paraît très dangereuse. Ouais, effectivement. Alors jusqu'ici, nous avons entendu votre analyse, Stéphane Vanish. Il est temps d'entendre un autre point de vue, une autre expertise, c'est le duel. Et nous sommes en ligne avec Jean-Éric Brana. Bonsoir Jean-Éric. Bonsoir. Spécialiste des États-Unis. Alors on a beaucoup parlé en Israël de ce retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, mais on voit que 18 mois plus tard, les relations avec Benyamin Netanyahou semblent plus complexes, voire plus tendues que ce qui était prévu. Qu'est-ce qui a changé selon vous, Donald Trump ou les attentes israéliennes ?
Alors, je crois que c'est ni l'un ni l'autre. Je crois que ça, comme ça a été assez bien expliqué auparavant, c'est la société américaine qui est en train de changer, et ça a une influence assez forte sur les relations entre Donald Trump et Netanyahou. Euh, L'intérêt des deux pays n'est pas le même dans la région. Netanyahou est intéressé par la lutte contre le Hezbollah, qui est l'urgence absolue pour Israël, puisque c'est là que la menace est la plus forte pour Donald Trump, pour les États-Unis de façon plus globale. C'est l'Iran qui est le véritable problème. L'Iran et l'ensemble des proxys qu'il a pu créer, qui déstabilisent la région, qui empêchent de faire du commerce, qui est un frein pour le pétrole et les énergies diverses. Et là-dessus, c'est une vraie différence, même si, bien sûr, Israël est aussi intéressé par museler l'Iran. Il y a quand même une question de priorité. Les priorités ne sont pas les mêmes. Alors, on est là à une croisée des chemins avec actuellement une demande américaine qui est de lever le pied vis-à-vis du Hezbollah parce qu'il y a besoin de régler des questions avec l'Iran et que ça crée des frictions. Mais c'est pas ni la première ni la dernière fois et ça ne joue pas sur le long terme sur l'amitié entre les deux pays. Alors, Stéphane Vanish soulignait l'inquiétude quant au changement au sein de l'opinion publique américaine, pas au sein des institutions américaines, avec cette crainte que les désaccords ponctuels deviennent à terme des désaccords beaucoup plus profonds en raison de la pression de la rue. On sait que c'est cette rue-là qui va voter plus tard pour les prochaines présidentielles. C'est quelque chose qu'Israël doit craindre, ce changement dans l'opinion publique ? Écoutez, moi je crois que ce qui s'est passé, c'est déjà inéluctable. En réalité, c'est même plus profond que cela a été expliqué tout à l'heure, parce que autrefois, le soutien à Israël était bipartisan. Autrefois, c'était il y a 10 ans, hein, c'est pas si vieux que ça. Mais on a une génération aujourd'hui, la jeune génération, qui est née après le 11 septembre, qui n'a pas connu le 11 septembre, qui n'a pas le regard sur le Moyen-Orient qu'ont les plus anciens, qui n'a pas non plus, ça a été très bien dit tout à l'heure, la mémoire des grands-parents qui commence à être rare, hein, ces grands-parents qui ont connu la Shoah et qui peuvent la porter à l'intérieur des familles, la transmettre l'horreur que ça pouvait être. Et aujourd'hui, il y a d'autres aspirations. Il y a aussi le fait que aujourd'hui, être pro-israélien, c'est partisan. C'est être pro-républicain, comme tout un tas d'autres questions aux États-Unis qui traversent désormais une fracture, cette polarisation. Être pro-armes, c'est être républicain, être contre l'avortement, c'est être républicain, etc. Et on peut faire la liste et elle s'allonge. Et Israël vient de tomber dans le même chapeau. Alors ça veut dire qu'Israël s'est coupé déjà des démocrates en grande partie, et pourtant cette population qui ne représente que 2% des Américains vote à 80% pour les démocrates. Alors on voit la complexité qu'il peut y avoir. Donc ces 20% qui restent, qui sont pro-républicains, font désormais cette opinion, mais ceux qui sont pro-israéliens dans les démocrates, eh bien, ils deviennent de moins en moins visibles et actifs. Et puis, il y a aussi que les grands donateurs, Kruger, Adelson, etc., sont rangés aussi du côté républicain, et que ça entraîne un rejet encore plus fort de la part des Américains vis-à-vis de cette amitié avec Israël. Alors, je ne suis pas en train de dire que l'amitié s'arrête, encore une fois, je dis le contraire, mais elle change de nature et désormais, c'est plus un contrat qui va être passé, parce que n'oublions pas que les liens sont également très très forts, que ce soit en coopération militaire, en renseignement, technologie de défense, aide américaine et coordination pour la défense de la région ou la stabilité de la région. Tout cela fait que Israël et les États-Unis sont dans une logique extrêmement forte. Mais pour la population américaine, eh bien, on s'éloigne et on n'est plus dans les mêmes attentes et dans la même envie de cette relation. Alors, à présent, je vais vous poser une question commune. Vous allez répondre chacun à votre tour. N'hésitez pas à réagir. Alors, évidemment, vous n'avez pas 3 minutes chacun, mais 1 minute, on va dire, chacun pour y répondre. Elle est un peu provocatrice, cette question. Est-ce qu'Israël a perdu l'Amérique, Stéphane ? Non, on n'a pas perdu l'Amérique, mais je dirais qu'à long terme, ce n'est pas grave. Israël est au Moyen-Orient.
Israël est plus proche de l'Inde, qui est le principal pays du monde, 1,4 milliard. On est plus proche du Moyen-Orient, de l'Arabie Saoudite que des États-Unis. Donc, à un moment donné, on va peut-être revenir sur notre territoire. Et historiquement, quand on regarde l'histoire de la Bible, historiquement, on fait toujours les passages, entre guillemets, entre l'Afrique et l'Asie. Les deux plus grands continents dans l'avenir, dans le futur, dans les 30 prochaines années, ça va être l'Asie et l'Afrique. On y sera juste au milieu. Donc, on a un avenir qui peut être autre que simplement des bonnes relations avec les États-Unis. Et donc, du coup, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Ça va se faire doucement, mais sûrement. Et je pense personnellement qu'au niveau armement, etc., l'avion de chasse F-35 qui remplacera le F-35 sera israélien, ne sera plus américain, parce que je pense que ça va être dans le sens de l'histoire et de la géographie et de la démographie. Jean-Éric Brana. Écoutez, je suis vraiment d'accord avec ce que dit Stéphane Vanier. Je crois qu'on va dire que ce n'est pas grave. C'est le cours du temps, et effectivement, il y a une relation qui évolue. Qui est d'ailleurs, cet événement, il est soutenu à la fois aux États-Unis et en Israël. Netanyahou le soutient, et le gouvernement Trump actuellement le soutient aussi. Et c'est une logique historique. Il faut effectivement que chacun soit un peu plus chez soi, et puis c'est un peu plus transactionnel. Bon, mais c'était quelque chose qu'on voyait venir depuis longtemps, que Trump avait poussé davantage. Et encore une fois, ça ne met pas en danger des relations profondes, mais ça change la nature. Alors justement, si on parle du principe, que Israël et les États-Unis ça va changer de nature, les relations, elles seront toujours importantes. Est-ce qu'Israël peut aujourd'hui, je ne parle pas dans 10 ans, 15 ans, peut se passer aujourd'hui de l'aide américaine, Jean-Éric Brana? Alors là, la réponse rapide est non. C'est un peu compliqué. Elle est forte, cette aide. Elle est en argent sonnant et trébuchant, mais elle est aussi, je le disais tout à l'heure, avec toutes ces relations qui sont fortes et profondes, de coopération diverses et variées. Donc clairement non, mais dans l'autre sens non plus. Les Américains ne peuvent pas se passer de l'aide d'Israël. On parle de renseignement actuellement beaucoup dans l'actualité, mais les Américains ont besoin du renseignement israélien, et il y a un savoir-faire dans la région sur lequel les Américains se sont toujours appuyés. Donc à court terme, moi je dirais rien de changé. Stéphane Vanier semble d'accord avec vous. Oui, tout à fait. Je pense que comment dirais-je, on ne coûte pas très cher aux États-Unis, contrairement par rapport au Japon ou à l'Allemagne ou à l'Europe. On ne coûte pas cher pour deux raisons. Un, parce qu'on a une subvention de 3,8 milliards par an et plus quelques rajouts. Mais il n'y a aucun soldat américain qui risque sa vie pour nous. Alors qu'aux États-Unis, que les Américains, en protégeant l'OTAN, en protégeant le Japon, dépensent 24 milliards par an, plus ces soldats sur place. Donc on voit bien que la formule israélo-américaine est plutôt gagnant-gagnant, entre guillemets. Et en plus, il faut savoir que notre apport à la recherche de la défense nationale américaine est forte. Il faut savoir que sur le F-16, parce qu'on l'utilise beaucoup, le F-16, on a apporté, je crois, 600 modifications en 20 ans. Donc on voit bien qu'il y a un lien qui n'est pas simplement l'ordre du don, mais vraiment de l'échange. Et je pense qu'on aura tout intérêt à institutionnaliser cet échange, y compris commercialement parlant, y compris en termes de coopération de recherche, pour montrer d'abord aux Américains qu'on n'est pas juste un petit pays à la remorque des États-Unis, et deux, que les relations, je dirais, soient beaucoup plus équilibrées, et que chacun, avec sa taille, les États-Unis est un État-continent, nous sommes un tout petit pays, chacun avec sa taille obtient le respect de l'autre, et pas simplement une espèce de le grand frère qui dit au petit frère un peu inconscient ce qu'il faut faire, parce que ça devient insupportable, et deux, ça devient faux, surtout quand on voit des déclarations complètement contradictoires de Trump, ça devient très compliqué. Jean-Éric Brana, il nous reste 30 petites secondes. Vous avez quelque chose à ajouter à ce que vient de dire Stéphane ? Ben 100% d'accord avec lui. Et écoutez, en termes d'échange, je dirais un petit peu qu'Israël, c'est l'unité de recherche-développement, notamment sur l'armée. Tout ce qui a pu être essayé en Israël a ensuite été récupéré par les Américains, qui ont soit redéveloppé, soit appliqué. Et non, mais c'est un échange effectivement gagnant-gagnant, et c'est une bonne chose que ce soit comme ça. Là encore une fois, à court terme, je ne vois rien changer. Et je rajouterai, puisque j'ai entendu ce qu'il disait avant, quel que soit le président suivant, qu'il soit démocrate ou républicain, c'est la même chose. C'est une ligne de force que le Congrès partage très largement. Merci beaucoup Jean-Éric Brana d'avoir croisé votre regard ce soir. Merci beaucoup. Stéphane, un dernier mot avant de vous remercier. Il nous reste vraiment 30 secondes. Vous êtes optimiste sur la suite entre Israël et les États-Unis ? Je ne suis pas pessimiste, entre guillemets. L'heure d'être optimiste, je ne crois pas qu'on doit être optimiste sur des relations rationnelles entre États. Je pense que je suis, comment dirais-je,
sûr que les États-Unis ont besoin de nous, on a besoin d'eux, et donc chacun va comprendre petit à petit. Ce qui est important, c'est que le peuple américain comprenne l'intérêt qu'il a d'être allié à Israël, et que nous comprenons bien aussi notre intérêt. Et c'est ça qui, je pense, où il y a hiatus, c'est-à-dire qu'entre la réalité économique et recherche entre Israël et les États-Unis et ce que pensent les Américains, il y a quand même un écart et qu'il faut que les politiques américains comptent s'ils ne veulent pas être mis en porte-à-faux plus tard. Merci beaucoup Stéphane Vanish d'avoir participé à Regard Croisé. Chani, vous restez évidemment avec nous. On marque une courte pause, on se retrouve juste après pour voir ce qui fait la une cette semaine sur les réseaux sociaux. 2 invités intéressants nous attendent. Rawan Osman, une Syro-Libanaise qui milite pour Israël, et Jonathan El-Khoury, un Israélo-Libanais chrétien, lui aussi défend Israël. Restez avec nous. Des offres qui vont vous faire retomber amoureux de votre maison. Salle à manger, salon, fauteuil, Shumrat Azorea, tout l'ameublement de la maison en un seul endroit. Israël Bonds soutient Israël depuis 1951, lorsque la guerre contre le Hamas a éclaté. Les Israël Bonds ont répondu à l'appel, prouvant qu'ils sont beaucoup plus qu'un investissement. Ils sont un soutien essentiel. Les Israël Bonds sont des obligations émises par l'État d'Israël. En choisissant de souscrire à des Israël Bonds, vous investissez directement dans l'État d'Israël. Un soutien concret pour l'avenir d'Israël. C'est le moment. Bâtissons l'avenir ensemble. Tout le monde a les yeux rivés vers Israël. Quand on y vit depuis peu ou que l'on projette de faire son alia, chaque repère nous aide à avancer et à mieux s'intégrer. L'école de nos enfants est un véritable enjeu. C'est pourquoi le réseau Otzar Torah rayonne désormais aussi en Israël. Otzar Torah, développer le meilleur de soi pour la vie, maintenant en Israël. Vous rêvez de soutenir Israël d'une manière unique et enrichissante ? Rejoignez Sarel, le programme de volontariat civil en base militaire israélienne. De quelques jours à plusieurs semaines, participez à des tâches essentielles et vivez une expérience inoubliable. Découvrez Israël sous un nouvel angle, créez des liens durables et contribuez directement au soutien du pays et de ses soldats. Devenez volontaire, faites la différence. Inscrivez-vous via notre site internet. Certains achètent un bien, nous détectons les opportunités. David Jamy Group, l'expérience au service de ceux qui veulent investir autrement. Aujourd'hui, une opportunité exceptionnelle s'ouvre pour vous en Israël, en particulier à Ranana, Tel Aviv et Netanya, où nous avons signé des accords exclusifs avec les plus grands promoteurs du pays. Des prix réservés, introuvables ailleurs, une plus-value immédiate et un plan de paiement ultra avantageux, pensé pour faciliter votre achat. Des opportunités uniques, des achats sécurisés, une vision internationale. David Jamy Group. Real Estate Opportunities. אני יודעיין משדרות. אנחנו 16 בנות בתוך הנבחרת. אנחנו עובדים על המופע במשך 2 המופע מדבר על אירועי 7 באוקטובר. זה עוזר לנו להוציא את מה שחווינו, וזה גם חוויה, כי אתה עושה בעצם את מה שאתה אוהב לעשות, שזה משחק, ריקוד, וזה מוציא את מי שאנחנו באמת, זה גם עוזר. מוצאים את מי שאנחנו באמת, וזה גם עוזר להתרפא אותנו ממה שקרה, וגם כאילו זה גם חוויה, כי אתה מוציא את מה שאתה אוהב לעשות באמת. תבואו לראות אותנו. Le grand oral sur i24 News, c'est chaque lundi à 21h30. Des politiques, des experts, des artistes, des auteurs pour décrypter et comprendre les grands enjeux du Proche-Orient et de notre époque. Ils sont mes invités pour ce grand oral sans détour et sans langue de bois, à lundi sur i24 News.
ceux qui nous rejoignent, merci à ceux qui sont restés pour la suite de Regards croisés. Comme chaque dimanche, nous revenons sur ce qui a fait la une sur les réseaux sociaux, pas seulement les buzz de la semaine, mais aussi les publications qui font réagir. Alors Chani Guidalia est toujours là pour scruter évidemment les réseaux sociaux pour nous. Bonsoir Chani, bonsoir Chani. Et notre invité ce soir est une voix singulière du débat au Moyen-Orient, Rawan Osman. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Vous êtes une militante, conférencière et créatrice de contenu. Vous êtes née à Damas et avez grandi au Liban. Votre parcours personnel vous a poussé à remettre en question les préjugés anti-juifs et anti-israéliens. On va y revenir, donc à remettre ça en question. Et jusqu'à devenir l'une des figures qui soutient le plus Israël à l'étranger. Mais avant de vous donner la parole, je vais proposer à nos téléspectateurs de vous découvrir en images. Regardez. My name is Rawan Osman. I'm half Syrian, half Lebanese. Since October 7th, I visited Israel 9 times, and I want to testify before God and you, Israel is not the problem. I asked Qatar, why didn't you arrest the Hamas chiefs in Doha and demand release of the hostages? Why did you finance terror? And I ask Iran, why do you send billions to Hamas and Hezbollah instead of liberating your own people who are suffering oppression and poverty? These idiots behind me are calling for Israel to stop bombing Gaza. I don't know if they're aware, they didn't get the memo. There is a ceasefire. What they truly want is intifada. Alors je vous avoue, Rawan, qu'on a eu beaucoup de mal à choisir les extraits tellement il y en a et votre manière d'apporter justement cette vision de l'intérieur d'Israël. Vous connaissez bien Israël maintenant. D'abord, expliquez-nous quel a été le déclic pour vous de passer de quelqu'un qui a été élevé finalement dans la haine d'Israël à quelqu'un qui aujourd'hui défend Israël. Alors d'abord, je vous dis que j'ai presque oublié tout mon français. Je vais essayer. C'était tout simplement le fait que j'ai vécu en France entre des Juifs et j'ai compris qu'ils ne sont pas nécessairement mes ennemis. J'ai dû me demander pourquoi est-ce qu'on déteste tous les Juifs. Nous n'avons jamais, surtout au Liban et en Syrie, j'ai jamais rencontré des Juifs. J'ai jamais rencontré des Israéliens. D'ailleurs, nous n'avons pas le droit de parler avec les Israéliens. Alors, je me suis demandé, mais pourquoi ? Quelle est l'origine de cette haine? Et dès que j'ai vécu entre des Juifs à Strasbourg, en France, j'ai compris que tout ce qu'on m'a appris depuis mon enfance était incomplet ou bien faux. Et ça a changé ma perception et ça a duré un nombre d'années. C'est pas quelque chose, c'est pas une transformation dans un seul jour. J'ai dû lire, j'ai dû recomprendre pourquoi est-ce qu'on m'a appris à détester les Juifs. Lors de votre intervention à l'ONU, dont on a entendu un extrait, vous avez affirmé qu'Israël n'est pas le problème et vous avez appelé plusieurs pays arabo-musulmans à regarder leurs propres responsabilités. Pourquoi est-ce que ce discours ne passe pas forcément bien, ni auprès des pays arabes, mais pas non plus auprès de la population occidentale aujourd'hui? Je ne comprends pas. Moi, je viens du Moyen-Orient et je dis, comme beaucoup de gens, de musulmans, chrétiens de notre région qui disent « nous avons marre de nos propres régimes ». Ce n'est pas Israël qui est la cause de tous nos problèmes. Peut-être que les Palestiniens souffrent à cause d'Israël, mais ça n'a rien à faire avec la Syrie, l'Irak, le Liban, etc. Pourquoi est-ce que les gens ne nous écoutent pas? Je n'ai aucune idée, mais je comprends le 7 octobre qu'ils ne veulent pas nous écouter. Ce n'est pas seulement des gens, des Arabes, des musulmans qui supportent les Palestiniens, qui détestent Israël. Il y a des dizaines de millions autour du monde qui sont tout simplement antisémites. Mais ça paraît simple, mais c'est évidemment très compliqué à entendre, en tout cas ici en Israël, d'entendre... même si on est conscient évidemment du problème. Mais j'ai rencontré, excusez-moi, j'ai rencontré des Égyptiens en Europe qui devaient payer de l'argent, des milliers de dollars, aux Égyptiens pour qu'ils puissent sortir de Gaza. Mais ils savent que le régime est hypocrite. Vous comprenez?
Eux, ils savent, mais les autres n'entendent pas. Allez, le temps avance, on va continuer évidemment à parler, mais il est temps de voir ce qui a le plus touché, intéressé ou intrigué les internautes sur les réseaux sociaux de i24 News. C'est le top 3. Chani, vous avez fait le tour de ces réseaux sociaux i24 News et vous avez retenu 3 publications. Exactement. Déjà, si on commence par Facebook, c'est la vidéo d'un incident antisémite dans une rame de métro à New York. On entend une femme qui hurle, je cite, « Les Juifs mangent des enfants ». Une partie de l'agression l'altercation a été filmée par la victime elle-même. Selon la police, la suspecte a commencé à proférer des remarques antisémites avant de s'en prendre à la passagère, donc une femme juive orthodoxe âgée de 23 ans. L'incident a ensuite dégénéré. Selon la police, la suspecte a saisi la victime à la gorge avant de la faire tomber au sol, de la frapper et de lui arracher une poignée de cheveux. Elle a d'ailleurs subi une commotion cérébrale. Elle a été prise en charge immédiatement. La suspecte, quant à elle, a été arrêtée et inculpée pour agression à caractère haineux. Ensuite, sur Instagram, publication un petit peu plus positive, c'est Oriane Goren, donc un sportif israélien qui a de fortes chances d'être inclus dans le groupe du FC Barcelone pour le prochain stage de préparation de l'équipe première. Il a été formé au Maccabi de Petah Tikva. Il a ensuite rejoint le centre de formation du Barça en 2022 et depuis, il s'est imposé comme l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Et puis enfin, sur X, c'est une publication, une interview de Yossi Amar, qui est entrepreneur réserviste des renseignements militaires, qui a réagi justement sur les performances remarquables de l'industrie de défense israélienne, principalement en Europe. Et on voit donc que le savoir-faire israélien continue d'attirer de nombreux pays en Europe et en particulier la France. Et je vous propose de regarder justement ce qu'il dit sur la France. Si on parle d'armement purement et simplement, il suffit de regarder pas plus loin que en dessous de l'avion présidentiel d'Emmanuel Macron. Quand vous regardez les systèmes qui y sont installés, c'est des systèmes de défense, donc anti-missiles, qui sont installés, et c'est des systèmes évidemment israéliens, parce que ce sont les plus performants au monde. Et alors, c'est un peu la loi du faites ce que je dis, pas ce que je fais, parce que finalement la France se sert en Israël et boycotte quand il s'agit d'organiser des salons. Merci Chani. Rawan, on voit qu'il y a à la fois cette agression antisémite qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. On comprend évidemment pourquoi. Je vous ai vu un peu réagir à cette vidéo et à ce que dit cette dame, les Juifs mangeurs d'enfants. Est-ce quelque chose que vous avez entendu, vous aussi? Il y a plein de gens qui sont intelligents, qui étudient dans des universités en Amérique, au Canada, en Europe, qui croient des histoires qui sont tellement bizarres. Moi, je pense que nos ennemis sont un peu malades. Comment est-ce qu'on peut croire de telles choses? Et c'est arrivé à New York, là où il y a 2 millions de Juifs. Elle le croit. Moi, je pense qu'elle est honnête, mais elle est en même temps malade. Comment est-ce qu'on peut réagir? Quoi faire? Je ne sais plus. Sauf que j'essaie tout le temps de raconter la vérité, de montrer les gens ce qui se passe en Israël. Comment est-ce qu'on rencontre des musulmans, des arabes partout? Ils ne sont pas tous fiers d'être israéliens, mais il y a plein qui vivent ici, qui ont des droits, qui ont la liberté de mouvement, etc. Et ces gens-là qui croient que les Juifs mangent des enfants ne savent même pas où est Israël sur la carte. Situé sur la carte. Allez, on va élargir notre recherche à l'ensemble des publications qui ont le mieux marché cette semaine dans Tendance Réseau. Chani, l'été approche et avec lui évidemment les vacances. De nombreux Israéliens partent explorer le monde et ils ont parfois droit à un comité d'accueil des anti-israéliens, comme sur ces vidéos de Grèce qui ont fait le tour de la toile. Oui, et c'était la même chose l'année dernière, c'est-à-dire qu'on sait que la Grèce, c'est une destination qui est très prisée des Israéliens, et donc il y a eu plusieurs agressions qui ont visé des vacanciers. Sauf que cette année, c'était il y a quelques jours, l'arrivée du navire de croisière israélien, le Crown Iris, qui a accosté dans un port d'Athènes, qui a suscité des protestations de la part de militants pro-palestiniens. Il y a des centaines de personnes qui se sont rassemblées à l'endroit où le navire avait accosté. Les manifestants ont
ont brandi des drapeaux palestiniens, des banderoles où ils expriment leur solidarité avec, je cite, la résistance du peuple palestinien. La police locale a dû mettre en place un dispositif spécial pour l'évacuation des visiteurs israéliens. Les passagers ont dû être évacués par groupe dans des bus touristiques et ils ne se sont pas laissés intimider au cri de Free Palestine. Je vous laisse regarder un extrait. Oui, c'est juste pas que Free Palestine, c'est From the River to the Sea, c'est vraiment on efface Israël, quoi. Hein. Exactement. C'est le cri de ralliement. Et puis d'ailleurs, juste aujourd'hui, voilà, ce matin, on a appris qu'il y a un militant, un membre du Hamas, qui était sur le point de mener une attaque terroriste contre des cibles israéliennes, notamment contre le navire de croisière israélien Krona Erez, qui quitte Haïfa aujourd'hui, qui devait faire escale en Crète mardi. Il a donc été arrêté avant de commettre une attaque. Oui, effectivement. Alors, allez, on va se rendre en Iran, puisque Internet revient progressivement. Chani, les Iraniens en profitent pour faire passer certains messages. Oui, il y a un message en particulier qui revient de plus en plus sur la toile, c'est « Please arm us », donc « S'il vous plaît, armez-nous ». C'est donc le peuple iranien qui réclame des armes pour pouvoir se défendre contre le régime iranien. Et les vidéos de ce genre continuent d'affluer. Il faut savoir qu'il y a une personne en particulier qui était totalement à découvert, à visage découvert, qui était debout sur un trottoir en plein jour et qui brandit justement ce petit papier où il y a noté Arm Us. Et on rappelle quand même que ce genre de message, évidemment, est illégal et peut être passible de la peine de mort. Donc, ce qui frappe, c'est justement le risque en Iran, évidemment. Et c'est justement le risque qui est pris pour faire passer ce message. Et donc, c'est les manifestations du mois de décembre, janvier, qui ont été réprimées par des tirs à balles réelles. Et bien, à ce moment-là, les Iraniens continuent peut-être de demander, mais par d'autres moyens, de pouvoir les armer et pouvoir se défendre. Rawan, je voudrais souligner le courage de ces Iraniens qu'Israël soutient d'ailleurs, le peuple israélien qui soutient le peuple iranien. On a parlé beaucoup avec des Iraniens sur ce plateau qui estiment se sentir très seuls en Europe notamment. C'est ce sentiment de solitude que les Juifs aussi ressentent d'ailleurs. C'est pour cela qu'on voit maintenant un cri de désespoir. Ce sont des Iraniens qui supplient le monde de les aider pour se débarrasser de leur propre régime. Et nous devons les écouter. D'ailleurs, même en Allemagne, il y avait une jeune dame, il y a 3-4 semaines, qui a eu une balle dans son œil. Et il y avait 2 Allemands, une fille et un garçon, qui avaient... on dirait qu'ils étaient musulmans arabes. Non, ils étaient allemands. Et ils ont dit à cette fille qu'elle devait être aveuglée par ce régime parce qu'elle lutte contre Khamenei. Mais ils sont fous. C'est pas... Moi, je dis malade, maintenant je dis fou, parce que vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Elle est une victime de violence de ce régime. Ils sont des dictateurs et les jeunes Européens les soutiennent. Parce qu'ils sont anti-israéliens ou antisémites, et on fait souvent ce rapprochement-là. On va terminer, Chani, avec une publication qui a pas mal de succès sur les réseaux. C'est la victoire d'un combattant de MMA israélien. Exactement, qui s'appelle Shimon Smotritsky, qui a remporté donc un combat à Las Vegas contre un adversaire qui a refusé, selon Shimon Smotritsky, de lui serrer la main avant et après le combat, donc à 2 reprises. Et puis ensuite, il y a eu des huées devant un public qui était donc majoritairement hostile. Et quand Shimon Smotritsky a dédié sa victoire aux soldats de Tsahal qui, je cite, sacrifient leur vie pour que les Israéliens puissent continuer à vivre la leur, à ce moment-là, il y a eu des huées dans le public. Et donc, ça ne l'a pas empêché quand même d'aller jusqu'au bout. Et le présentateur lui-même lui a laissé le micro. Et Shimon Smotritsky a finalement adressé un message à ses détracteurs. Je vous propose quand même de regarder cet extrait.
faut avoir une force de caractère pour tenir face à ces huées quand même. Et il a gagné. Il a gagné et il a continué à soutenir les soldats de Tsahal qui défendent le pays. Allez, chaque semaine, nous donnons la parole à ceux qui sont sur les réseaux sociaux. C'est le buzz de fin. Et ce soir, en droite ligne avec vous, Rawan Osman, j'ai le plaisir de recevoir Jonathan El-Khouri, né au Liban dans une famille chrétienne dont le père combattait les terroristes aux côtés d'Israël. Il a trouvé refuge en Israël avec sa famille après le retrait du Sud-Liban. Aujourd'hui, il est devenu l'une des voix les plus engagées dans la défense d'Israël, mais aussi du Liban à l'international. Avant de l'accueillir, voici un extrait de ce qu'il publie sur les réseaux. Oh no, I'm really sad that I'm stuck in Israel. You know, I have public health care, endless water, electricity, public education system, amazing infrastructure, higher education system that is recognized worldwide and also affordable. My passport can get me almost instantly to every country in the world. I'm living in a democracy that I have free will to vote to whoever I want and even get elected. And you know, I'm outspoken on issues that we have here and appear constantly on national television. And you know, in these difficult times, I have an amazing system that protects me almost 100% from the ballistic missiles that are sent by your friends. And I have a shelter in my house. But you know, this is so bad. Nous sommes en ligne avec Jonathan El-Khouri. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc israélien et libanais. Pourquoi avoir décidé de vous engager dans la diplomatie publique et la défense d'Israël? Ce n'est pourtant pas la voie la plus facile. Effectivement, ce n'est pas simple du tout. J'ai mes opinions, bien sûr, mais mon engagement dans la diplomatie publique est avant tout né de mon histoire personnelle. Je suis cet enfant de 9 ans qui est arrivé en Israël et qui a découvert que beaucoup de gens ici ne savaient pas qui nous étions. Ils ne comprenaient pas ce qu'était l'armée du Liban Sud, ni pourquoi nous avions coopéré avec Israël. Pourtant, cette coopération existait dans l'espoir de la paix. À l'époque, on parlait de la bonne clôture. L'objectif était de créer une zone stable. Même au sein de la société arabe israélienne, beaucoup nous considéraient comme des traîtres sans vraiment comprendre notre histoire. J'ai donc commencé par raconter mon propre parcours, expliquer qui nous étions. Derrière moi, vous voyez d'ailleurs un demi-drapeau libanais et un demi-drapeau israélien. Cette identité particulière est née après mai 2000, celle d'un Libanais israélien. Au départ, mon but était simplement de raconter mon histoire et celle de l'ALS. Puis, j'ai compris à quel point on racontait souvent l'histoire d'Israël de manière erronée. Comme on avait déformé mon histoire, on déformait aussi celle d'Israël. Aujourd'hui, Israël est mon foyer. Je veux défendre mon foyer exactement comme je me défends moi-même. Jonathan, vous êtes très actif sur les réseaux, mais vous voyagez aussi beaucoup à l'étranger pour rencontrer des gens. Après le 7 octobre, j'imagine que c'est devenu encore plus difficile. Comment êtes-vous accueilli sur les campus, par exemple ? En réalité, mon activité a commencé sur les campus universitaires à l'étranger vers 2015-2016 lors de ma première délégation. Les gens ne savaient pas quoi faire de moi. Ils ne savaient pas où me placer. On me disait « Vous êtes juif ?» Je répondais « Non, je suis chrétien et je vis en Israël. » Alors ils me demandaient « Comment est-ce possible ? Comment un Libanais peut-il vivre en Israël ?» Très souvent, j'ai l'impression de leur couper l'herbe sous le pied. Cela crée un nouveau point de départ pour la discussion. Bien sûr, certains m'accusent d'être un agent du Mossad, un infiltré, un traître ou mille autres choses. Traître est probablement l'insulte la plus fréquente. Mon objectif principal est de soutenir les étudiants juifs et israéliens. Je peux leur apporter beaucoup d'informations, que ce soit sur l'histoire d'Israël ou du Liban, ou sur la vie en tant que minorité en Israël. Cela leur donne des outils pour répondre aux accusations et expliquer la société israélienne dans toute sa complexité. Parlons maintenant de ce qui se passe entre Israël et le Hezbollah. Comment est-ce que vous vivez cette situation depuis le 8 octobre, d'autant plus que vous êtes devenu une cible du Hezbollah qui entend tout ce que vous dites?
On peut dire que je suis une cible du Hezbollah depuis plusieurs années déjà. En 2020, une campagne a été lancée au Liban contre les anciens membres de la LS vivant en Israël. Ma photo figurait sous un slogan disant « Une balle dans la tête, c'est ce qu'ils méritent ». Pour le Hezbollah, nous méritons la mort. Depuis le 8 octobre, ce que je vois, c'est avant tout la tragédie du Liban. Une organisation terroriste contrôlée, financée et armée par la République islamique d'Iran a entraîné le Liban dans une guerre qui ne répond à aucun intérêt national libanais. D'abord, lorsqu'elle a soutenu Gaza et provoqué des frappes israéliennes contre le Hezbollah sur le territoire libanais. Ensuite, lorsqu'elle a rejoint directement la guerre menée par l'Iran contre Israël. À chaque fois, c'est le Liban tout entier qui a été entraîné dans un conflit qui n'était pas le sien. Mais je constate aussi un changement profond dans l'opinion publique libanaise. De plus en plus de Libanais ont surmonté leur peur et osent désormais critiquer le Hezbollah et ses armes. Pour moi, c'est la première fois que la véritable voix du peuple libanais peut s'exprimer aussi clairement. C'est un changement positif. Malheureusement, il a fallu une guerre pour y parvenir, mais il est temps que le Liban mette fin au projet du Hezbollah. Jonathan, est-ce que vous croyez, vous, à la paix entre Israël et le Liban ? Oui, sinon je ne pourrais même pas me lever le matin. Cela fait 26 ans que je vis en Israël. Je dis toujours, le Liban est ma patrie, Israël est mon foyer. Toute ma vie est ici, mon avenir est ici. Mais j'espère un jour retourner au Liban, rencontrer la famille que je n'ai jamais connue, mes cousins, mes grands-parents. Certains sont morts pendant que nous étions en Israël. Et je n'ai même pas pu assister à leurs funérailles, ni me recueillir sur leur tombe. Cette espérance est ce qui me pousse à continuer. Je poursuis mon travail. Je dialogue avec les médias libanais. J'ai déjà été interviewé par plusieurs grands médias du Liban, précisément pour cette raison, réparer l'injustice historique qui a été faite à nos parents et à nous-mêmes. J'essaie de créer des ponts entre Israéliens et Libanais. Je le fais ici en Israël, mais aussi au Liban. Et cette fois, j'ai le sentiment que les choses peuvent être différentes. Il y a de l'espoir dans l'air. Je crois que la paix est possible de notre vivant. On l'espère évidemment tous. Merci Jonathan El-Khoury de nous avoir consacré ces quelques minutes. Merci beaucoup. Rawan, on entend ce que dit Jonathan El-Khoury. Je vous ai vu réagir quand il nous disait qu'il était traité d'agent du Mossad, d'espion, de traître par rapport aux autres Arabes. Ce sont des critiques que vous avez vous aussi entendues ? Mais bien sûr, tout le temps. C'est tragique ce qui s'est passé avec les Libanais du Tzadal, et je suis très heureuse de voir Jonathan et des autres qui en parlent, qui osent raconter leur propre histoire. Et ça ne me surprit pas que les Arabes n'aiment pas cette version. Ils veulent écouter rien que du critique tout le temps, qu'ils souffrent en Israël. Et Jonathan leur explique la qualité de vie en Israël est quand même mieux, non seulement meilleure que le Liban, mais la Syrie et même Égypte, etc. Et moi, je crois qu'il y a de l'espoir. Cette fois-ci, on peut pousser pour changer cette réalité, et beaucoup de Libanais ont ouvert, prêts, réceptifs. Chaque fois que je vais à New York, j'introduis des Israéliens et des Libanais et ils deviennent des amis. Alors pourquoi pas le faire ici au Moyen-Orient pour qu'on puisse vivre autrement. Et nous sommes des voisins, après tout. Effectivement, donc vous confirmez ce que disait Jonathan, qu'il y a un changement au sein même de la population libanaise d'image et de sentiment à l'égard d'Israël. 100%. Ils comprennent qu'Israël ne fait pas la guerre contre le Liban, mais contre le Hezbollah. Et d'ailleurs, il y a 2 jours, moins de 2 jours, où le président libanais a expliqué dans un exclusif au CNN
qu'il n'a pas beaucoup d'espoir, qu'il ne peut rien faire pour se débarrasser du Hezbollah. Peut-être, espérons, voilà. Israël a attendu il y a 40 ans et ça suffit. Nous avons besoin d'une solution radicale et il y a beaucoup de Libanais qui ont donné de la chance à plusieurs gouvernements libanais dès l'année 2000 et personne n'arrive à désarmer le Hezbollah. Alors c'est ce qu'Israël est en train de faire. C'est triste de voir parfois des enfants qui meurent. La guerre est très laide, c'est quelque chose de très grave, mais nous n'avions pas d'autre solution. Et espérons, dans un an, ou plus que ça, espérons moins, on aura un Moyen-Orient sans Hezbollah et sans le régime iranien. Espérons-le, effectivement. En tout cas, merci beaucoup, Rawan Osman, d'avoir participé à Regard Croisé. Merci à vous aussi, Chani Guidel. Regard Croisé, c'est terminé pour cette semaine. Merci de nous suivre chaque semaine de plus en plus nombreux. Merci aussi à Chana Depaz et Mathieu Viding qui travaillent derrière la caméra et à toute l'équipe de la régie. Dans un instant, Christopher Barolin sera là pour l'édition du soir. En attendant, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Bonne soirée sur i24 News.